Bonjour cher ami et bienvenue. Elle a enduré pendant des années une fin tragique d'un grand talent musical. L'histoire de Mari Fredriksson, devenue aveugle, sa capacité auditive et sa mobilité limitée, affrontant une bataille de 17 ans contre le cancer. Mel, la voix ironique de Roxette, a lutté contre vent et marée pour reprendre sa carrière musicale. Découvrez l'histoire émouvante de cet artiste incroyable qui, même face à l'adversité, a trouvé la force de revenir sur scène et d'émerveiller le monde avec sa musique. Une histoire pleine de hauts et de bas, mais sa beauté, son talent et ses chansons incroyables sont restés à jamais. Sa vie n'était pas facile, mais elle a réussi à former l'un des meilleurs groupes de tous les temps. Le succès international est venu par hasard, et finalement, elle est devenue un exemple de courage, de résilience et de détermination face aux défis, montrant une immense volonté de vivre. C'est le souvenir de Mari, le génie derrière Roxette. Notre histoire commence dans un charmant village de Suède le 30 mai 1958. Ce jour-là, Gun-Marie Fredriksson est née, une petite fille destinée à briller sur les scènes du monde entier. Ses parents répondaient au nom de Charles Gustaf et Inès Dagmar Hofer. Outre la future chanteuse, le couple a eu 3 autres filles, Luisa, Tina et Mel. La plus jeune a toujours reçu l'affection et la protection de ses frères et sœurs, tandis que ses parents travaillaient à la ferme familiale pour gagner leur vie et s'occuper de leur maison. Ce n'était pas un parcours facile pour cette famille résiliente. À l'âge de 4 ans, ils ont dû vendre la ferme et déménager dans une autre ville, Ligne, où sa mère a trouvé du travail dans une usine à quelques kilomètres de chez eux. Pendant ce temps, son père est devenu facteur, affrontant chaque jour des batailles pour subvenir aux besoins de la famille. Un des moments les plus difficiles de son enfance a eu lieu quand elle avait seulement 7 ans. Une tragédie a secoué la famille alors que sa sœur aînée, Annalisa, est décédée dans un accident de voiture à l'âge de 20 ans alors qu'elle se rendait acheter une robe pour sa fête de fiançailles. La voiture dans laquelle elle se trouvait a été percutée par un camion-citerne. La jeune Mari, à seulement 7 ans, a dû apprendre à se renforcer, à faire face à la douleur de la perte et à s'adapter à une nouvelle réalité. La musique est devenue son refuge, où elle a trouvé la liberté d'exprimer ses sentiments et ses émotions, remplissant les moments difficiles de belles mélodies et d'harmonie. L'un des passe-temps préférés de Mari était d'imiter Olivia Newton-John devant le miroir, rêvant du jour où elle brillerait sur scène et émouvrait le public du monde entier. En grandissant, Mari a vu sa passion pour la musique s'épanouir. Elle a découvert de nouveaux idoles et des influences musicales, dont les Beatles et Deep Purple, qui l'ont inspirée à poursuivre ses propres rêves dans le monde de la musique. À l'âge de 17 ans, Mari a franchi une étape importante en s'inscrivant dans une école de musique de la municipalité de Slavo. Là-bas, elle s'est liée d'amitié précieuse avec le département de théâtre, et ensemble, ils ont créé de la musique pour des pièces amateurs passionnantes. Mari avait une personnalité unique, ce qui en a fait une cible pour l'intimidation. Cependant, cette situation l'a poussée à chanter ses chansons pendant son adolescence, à une époque où les marches étudiantes pour les droits civils prenaient de l'ampleur à l'université. Elle a étudié l'économie et a également eu des contacts avec le module de théâtre, où elle a rencontré le metteur en scène Peter Oscarsson et l'acteur Peter Javet. Mari a décroché un rôle dans la pièce de Maria Andersson, qui l'a emmenée en tournée à travers le pays. Cette comédie musicale a parcouru toute la Suède, et Mari a eu l'occasion émotionnelle de se produire à Stockholm, où même le Premier ministre Polo a honoré la talentueuse jeune femme. En 1978, à l'âge de 20 ans, avec les cheveux coiffés comme son idole David Bowie, elle a formé le premier groupe de musique aux côtés de son petit ami, Stefan Jackson, un groupe de funk appelé l'Estrojourney. Leur parcours a été marqué par des hauts et des bas. Le groupe a connu des changements mais n'a jamais abandonné ses rêves. Ils ont créé leur propre festival de musique indépendante, Estrofestival, qui est devenu un succès financier pour le groupe. Bien qu'ils aient réussi à enregistrer un album en 1981, peu de temps après, le groupe s'est complètement dissous. Mais Mari n'a pas abandonné la musique. Aux côtés de Martin Andrew et de Michael Anderson, elle a formé un groupe portant les initiales de leur propre nom. Malgré l'enregistrement d'un album, les ventes étaient presque inexistantes, et le groupe s'est également dissous rapidement au début des années 80. Au début des années 80,
Marie a fait partie de divers groupes musicaux et a collaboré principalement dans le genre rock, en tournant dans toute la Suède. En 1981, son père Charles est décédé d'une crise cardiaque. C'était un alcoolique qui avait soumis sa femme et ses enfants à beaucoup d'abus. Cependant, c'était aussi un grand amateur de musique, jouant du violon et chantant très bien, jouant même du piano pour ses enfants. S'engageant dans des activités qui ont nourri l'intérêt musical de leur plus jeune fille, Marie, qui deviendrait plus tard une légende mondiale de la musique. Le talent indéniable de Marie Fredson a attiré l'attention de Pon Gessle, un musicien et son futur partenaire à succès dans Roxette. Il l'a invitée à une audition, et même si Marie était nerveuse et incertaine, elle a montré sa voix brillante, gagnant la confiance de tous. Cette audition a marqué le début de sa carrière solo, signant un contrat avec AMI Suède. Mais elle a marqué le monde de la musique avec un duo émotionnel aux côtés de les Lindon Band, marquant le début de sa carrière solo. Son talent a brillé intensément, la conduisant à rejoindre le groupe de Lindon pour une tournée extensive à travers le pays. Le succès obtenu avec des ballades romantiques comme Blackout et sa collaboration avec Galileo Trader, désormais sous le nom de Roxette, a ouvert de nouvelles et prometteuses portes dans son parcours musical. En mai 1984, Marie a sorti sa première chanson en solo sur le marché et peu de temps après, elle a présenté son premier album au monde. Les excellentes critiques ont poussé Mel à travailler assidûment sur son deuxième album solo, qui est sorti au début de 1986. Ces efforts ont établi Mel comme une chanteuse connue et admirée en Suède, où sa renommée était déjà importante. Gessle, un musicien et compositeur qui avait déjà goûté au succès avec le groupe Giant Tiger et en tant que parolier pour d'autres groupes, a reconnu le talent de Marie. Ils avaient collaboré à plusieurs reprises pendant la période de Giant Tiger, et Persa a suggéré que Mel le rejoigne. Malgré son hésitation initiale, elle a accepté. Ensemble, ils ont enregistré leur première chanson en 1986, Jamais et Amour, qui allait bientôt faire partie du premier album de Roxette. L'album s'est vendu à près de 300 000 exemplaires en Suède, mais malheureusement il est resté largement méconnu à l'étranger en raison d'un manque de promotion. Le nom Roxette a été inspiré par une chanson rock de 1975 interprétée par le groupe anglais Dr. Figure. Bien que Roxette ait initialement connu le succès en Suède, Mel est restée incertaine quant à l'avenir du groupe. En 1987, elle a sorti son troisième album solo, qui a atteint la première place des classements suédois et a remporté le prix du meilleur album suédois de l'année. La reconnaissance internationale est venue pour Roxette avec la sortie de leur deuxième album, Look Sharp, le 21 octobre 1988. Cet album, un mélange captivant de pop et de rock, a atteint le sommet des classements suédois et a apporté des succès mondiaux. L'une des histoires les plus intéressantes du groupe est apparue à ce moment-là. Initialement, l'album semblait manquer d'impact international, mais tout a changé grâce à un étudiant américain en échange nommé Dim, qui étudiait en Suède. Il a entendu leur musique à la radio, a acheté l'album et l'a ramené aux États-Unis. Dans sa ville natale, Dim a remis une copie de l'album à une station de radio à Minneapolis, et ils ont commencé à diffuser la chanson The Look. Le succès a été immédiat, et la chanson est devenue très demandée. La fièvre s'est progressivement propagée d'une station de radio à l'autre, propulsant inopinément le succès de Roxette aux États-Unis et finalement dans le monde entier. Le duo a accueilli cette histoire avec surprise et a eu des rencontres personnelles à plusieurs occasions. La chanson The Look est devenue un énorme succès en 1989, atteignant la première place des classements aux États-Unis. C'était la première chanson d'un artiste scandinave à atteindre cette position depuis le groupe norvégien A en 1985. Peu de temps après, Listen to Your Heart a également dominé les classements en Amérique du Nord. De plus, The Look a atteint la première place dans plus de 30 pays, devenant l'une des chansons les plus réussies des années 80. C'est un ingénieur du son et producteur chilien, Humberto Gartica, neveu du chanteur Lucho Gastrica et lauréat de plusieurs prix pour son talent, qui a déménagé en Suède pour enregistrer une nouvelle introduction et ajouter quelques voix à la chanson. Plus tard, il l'a également mixée à Los Angeles. La musique rock dominait le monde, et leur succès semblait inarrêtable. Le 28 mars 1991, ils ont sorti leur troisième album intitulé A Joy White, qui a également connu un succès significatif. La chanson A Joy Ride a rapidement atteint la première place du classement Billboard aux États-Unis et dans 20 autres pays.
Au fil du temps, cet album s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires, devenant l'un des albums emblématiques des années 90 et entrant dans la liste des 100 meilleurs albums vendus de l'histoire. La musique a été récompensée par MTV comme la meilleure vidéo musicale de l'année, et d'autres chansons à succès de ce travail incluaient Comme une fleur. À cette époque, Roxette était en tournée réussie en Amérique latine, profitant d'une incroyable notoriété. En seulement 3 ans de succès international, ils avaient déjà vendu 30 millions de disques, dominé les classements dans des milliers d'endroits et tourné dans le monde entier. Dès le début, il y avait de fortes rumeurs d'une possible romance entre les membres de Roxette, mais tous deux ont toujours nié qu'il y avait quelque chose de plus qu'une relation de travail et une forte amitié. Dans les mots de Marie, j'ai toujours décrit notre relation comme fraternelle depuis que nous nous sommes rencontrés à l'adolescence. Nous n'avons jamais eu de romance, ce que nous trouvons très bénéfique pour le travail que nous faisons, a-t-elle dit. En 1992, ils ont sorti leur 4e album, enregistré pendant leur première tournée mondiale, qui a visité 4 continents et a inclus 107 concerts devant un public de 1,7 million de personnes. Après l'enregistrement du 4e album, Marie est retournée à son travail en solo. Elle a eu un rôle important en tant que chanteuse dans Angramark Terra Anjo, un projet dirigé par l'ancienne chanteuse de A, Anne Frida. Sous le projet Fredson, elle a également chanté aux côtés d'autres artistes lors d'une émission de gala télévisée. Le mois suivant, son 4e album intitulé Danse, Le Voyage éternel est sorti en octobre, et il reste son album solo le plus réussi en termes de vente et d'acclamation critique. Il s'est vendu à plus de 185 000 exemplaires en Suède jusqu'en 2002. Elle a été nominée pour 3 Grammy Awards en 1993, dont celle de parolière de l'année et d'artiste de l'année, remportant cette dernière. Le 26 novembre 1993, la première fille de Marie est née avec son mari et collègue musicien, Michael Bellow. La fille a été nommée Inès en hommage à sa grand-mère. Marie a déclaré que si elle n'avait pas rencontré Michael au début des années 90, elle n'aurait pas pu continuer longtemps, car la dépression et d'autres problèmes liés à la célébrité l'avaient plongée dans une profonde dépression où la pression mondiale était immense. Elle n'a réussi à se stabiliser qu'avec le soutien de Michael. En novembre 1994, Marie a sorti sa première collaboration musicale avec son mari, Michael Bellow. Le travail s'intitulait Le Seigneur prie pour vous. Ce travail faisait partie d'une compilation caritative appelée Wild Birds, Song About Children, dont les bénéfices étaient reversés aux hôpitaux pour enfants des territoires nordiques. En 1994, le 5e album de Roxette, Crash Bouban, est sorti, changeant radicalement leur style pour un son plus brut et orienté rock. La chanson la plus réussie de cet album était Sleeping. Pendant cette période, Marie était en tournée internationale, se produisant dans près de 60 concerts en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Ils ont également visité la Chine, devenant le premier groupe occidental majeur à y faire une tournée. En 1996, ils ont sorti un album de ballades espagnoles, qui comprenait 12 des plus grands succès du groupe, cette fois enregistrés en espagnol. L'album s'est vendu à près d'1 million d'exemplaires. De 1997 à 1998, Marie et Gasly ont travaillé ensemble sur un nouvel album de Roxette, sorti en février 1999, intitulé Eleven Night Day. Marie était plus impliquée dans la composition et la production, enregistrant plusieurs démos dans son studio et chantant en solo sur 10 des 14 chansons. L'une des chansons était la première écrite exclusivement par Marie pour Roxette. En préparation de la sortie de l'album, le duo a signé un nouveau contrat d'enregistrement avec AMI, permettant à Marie de conserver les droits d'auteur de l'ensemble de sa discographie solo. Cependant, le processus d'enregistrement a été difficile et rempli de conflits, en particulier avec le producteur Michael Wilber. Marie a ensuite révélé qu'elle se sentait contrôlée et critiquée par lui, ce qui a affecté sa confiance en elle et l'a rendue malheureuse au sein de Roxette. En 2001, Roxette a sorti son 7e album, Rue Service, mais à ce moment-là, Marie avait perdu l'envie de continuer avec le groupe. Elle a discuté de la dissolution de Roxette avec Gasly, qui a accepté la décision. En 2002, elle a sorti un coffret contenant tous ses albums studio précédents, intitulé Ouro do Amor, traduit par Hors de l'amour en portugais. Roxette prévoyait de sortir 2 nouveaux albums de compilation et de se produire dans la série de concerts Need of the Bronx en 2002.
Une conférence de presse était prévue pour annoncer cette apparition comme le prétendu Swan Song of Roxette le 12 septembre 2002, aux Pays-Bas. Marie a éprouvé un léger malaise après avoir fait du jogging aux côtés de son mari. Ce qui semblait être une petite affection s'est rapidement transformé en quelque chose de plus sérieux. Elle a commencé à se sentir nauséeuse et a soudainement perdu connaissance dans la salle de bain, ce qui a entraîné une chute qui a fracturé son crâne. Pour aggraver les choses, Marie a subi une crise d'épilepsie. Les jours suivants ont été remplis d'incertitudes et d'inquiétudes pour Marie et sa famille. Des examens médicaux ont été effectués pour comprendre la situation, et les résultats ont apporté la nouvelle inattendue, il y avait une tumeur cérébrale à l'arrière de sa tête. Après avoir attendu quelques semaines que les effets de la fracture et de la commotion cérébrale se dissipent, Marie a subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur, qui s'est avérée maligne. Cela a été suivi de mois de chimiothérapie et de radiothérapie. Au milieu de cette période difficile, Marie a reçu un honneur spécial lorsque le roi de Suède a décerné à Roxette le prix de la culture et de l'éducation en janvier 2003. Jess et Marie ont assisté à la cérémonie, qui a marqué la première apparition publique de Marie depuis son opération et l'une des rares au cours des 2 années suivantes. Les effets de la tumeur ont été profonds et durables. Marie a perdu la vision d'un œil, son ouïe et sa mobilité étaient limitées, et elle était incapable de lire ou d'écrire. De plus, elle n'a pas pu parler pendant une période considérable après le traitement. Pendant cette période difficile, Roxette a sorti 2 albums en 2003, Pop Hits et The Ballantic, compilant leurs ballades pop les plus célèbres, dont certaines en espagnol. En 2005, le groupe a sorti The Rockbox, un coffret spécial regroupant l'ensemble de la carrière de Roxette, y compris des faces B et des morceaux rares, affirmant ainsi leur succès et leur héritage. Avec détermination, Marie a repris sa carrière musicale, et en 2011, Roxette a sorti l'album Charm School B et a entamé une tournée mondiale réussie, où Marie a captivé le public avec sa voix incroyable et la joie d'être de retour sur scène. L'année suivante, en 2012, Roxette a sorti Travelin, un album contenant de nouvelles chansons, des versions live et des enregistrements de leur tournée, démontrant que leur passion pour la musique était toujours vivante. La reconnaissance de leur incroyable parcours musical a continué. En 2012, Roxette a reçu le prix Albert Lifetti Machièvement, honorant leur carrière et leur impact sur la musique. En 2013, Marie a sorti l'album Nuvor, sa première collection de chansons suédoises originales depuis 1996. Cet album a été accompagné d'une tournée dans diverses salles de concert en Suède, marquant ses premiers concerts en solo depuis l'année 2000. En 2016, Roxette a sorti leur 10e album studio, Good Karma, pour célébrer le 30e anniversaire du duo. Une tournée européenne était prévue pour promouvoir l'album, mais malheureusement, les concerts ont dû être annulés. Le cancer de Marie était revenu, cette fois affectant la région du cerveau qui contrôle le côté droit de son corps. Dans une déclaration, Mel a remercié les fans qui les avaient accompagnés dans leur parcours musical et a annoncé que leur jour de tournée était terminé. Malgré sa retraite des tournées, Marie a sorti 3 autres singles après l'album Good Karma, Alone Again en 2017, puis 5 Meet en 2018. En 2019, à l'âge de 61 ans, Marie Fredson est décédée après une courageuse bataille de 17 ans contre le cancer. Son départ a profondément attristé ses fans et ses admirateurs. Un enterrement intime a eu lieu avec seulement sa famille proche présente à un endroit non divulgué. Parmi les hommages rendus à la chanteuse, figuraient des déclarations du roi de Suède. Il a exprimé « Nous avons été impressionnés par la triste nouvelle du décès de la chanteuse Marie. Why do I always fall in love? Pour beaucoup dans notre pays, même dans ma famille, sa musique est étroitement associée à des souvenirs de moments particulièrement importants de la vie. En mémoire de Marie, un concert émotionnel a eu lieu à Göteborg le 20 janvier, avec des performances de son partenaire et de plusieurs autres invités spéciaux. Le concept a été diffusé intégralement à la télévision suédoise 5 jours plus tard, permettant aux fans et aux amis de se réunir pour célébrer la vie et l'héritage musical de cette grande artiste. Après le décès de Marie, une chanson solo inédite intitulée A of Love a été publiée pour commémorer le 1er anniversaire de sa mort. Enregistrée en 2017, c'était le dernier morceau qu'elle a enregistré de son vivant et qui a été inspiré par les manifestations pacifiques qui ont suivi l'attaque au camion à Stockholm en 2017. Elle était une chanteuse et compositrice suédoise d'une immense talent,
dont la voix puissante et émouvante a captivé le monde tout au long de sa carrière. Elle a laissé une empreinte indélébile dans la musique, que ce soit en tant que membre du duo Roxette ou dans ses chansons en solo. Son parcours musical a été jalonné de hauts et de bas, mais elle n'a jamais perdu son courage et sa détermination pour surmonter les défis auxquels elle était confrontée. Depuis ses premiers succès en Suède jusqu'à sa renommée internationale avec Roxette, Marie a démontré son talent musical et a enthousiasmé des millions de fans dans le monde entier. Sa voix unique et ses paroles profondes ont touché le cœur des gens, créant des souvenirs durables et des moments spéciaux. Même face à des obstacles comme un diagnostic de tumeur cérébrale, Marie est restée résiliente et a affronté sa maladie avec bravoure. Elle continue de faire de la musique, inspirant tout le monde par sa passion et son dévouement pour l'art qu'elle aimait. La scène musicale suédoise et la scène pop internationale ont perdu une étoile brillante lorsque Marie Fredriksson nous a quittés, mais son héritage et son influence perdurent à travers ses mélodies magnifiques et ses paroles significatives. Marie restera à jamais dans nos mémoires comme l'une des voix les plus emblématiques de la musique pop et comme une femme courageuse qui a fait face à l'adversité avec grâce et détermination. Son impact sur la musique et la vie de ses fans perdurera comme un témoignage de son talent extraordinaire et de son esprit rayonnant. Que sa musique continue de nous inspirer et de toucher nos vies, en maintenant la mémoire d'une véritable légende de la musique en vie. Et ainsi, nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt dans une autre vidéo.